Les eurorégions. Ulrike Guérot est partagée à l'égard des séparatistes du continent. À la tête d'un groupe d'experts européens, cette politologue étudie de près les mouvements indépendantistes. Il convient de se demander si ces sentiments séparatistes, si ce régionalisme n'est pas révélateur d'une quête identitaire, d'un besoin de retrouver ses racines. Une carte de l'Europe au Moyen-Âge, on voit par exemple que l'Alémanie, qui était une vieille confédération européenne, s'est allée sur des territoires aujourd'hui répartis entre la Suisse, l'Allemagne du Sud et la France. Or, toutes ces contrées ont en commun une tradition alémanique. Et au cours des 200 ou 300 dernières années, on a pour ainsi dire plaqué des États nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation. Les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Vous nous décrivez une France qui serait en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de votre logique. Mais pourquoi pas? Si vous voulez la dissolution de l'État-nation, ne vous dites plus français, dites-vous européenne. Il faut aussi arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Nous sommes chez nous les Bretons, les Corses, les Occitans. Eva Joly a défendu les autonomies et les langues des régions. Les régionalistes ont choisi, ce sera Eva Joly, une candidate Europe Écologie Les Verts. Son message est on ne peut plus clair, elle compte bien défendre les régions dans toute leur diversité. Oui, et moi je m'estime citoyen du monde avant d'être français. Et dans ce cas-là, je conchis le drapeau français. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général. L'État-nation a perdu son pouvoir et c'est une bonne nouvelle. La nation française nous donne un avantage compétitif par rapport à l'avenir extraordinaire. Il y a aujourd'hui une tendance extrêmement forte au retour des identités régionales. Et on va voir ça se développer dans beaucoup de régions. Est-ce que c'est bon pour la construction européenne? D'une certaine façon, oui, parce que je vous murmure à l'oreille, tout ce qui affaiblit la Grande-Bretagne est bon pour l'Europe. Donc on va avoir certainement dans cette partie une Europe des régions et avec un affaiblissement. C'est pas forcément mauvais pour l'Europe parce que progressivement les régions, ça se passera en Espagne, ça se passera en Italie, auront encore plus besoin de l'Europe. Parce que ces régions voudront conserver l'identité, mais ils comprendront qu'elles ont besoin absolument de s'ancrer à quelque chose de fort et ça sera l'Europe. Le seul pays qui n'a pas ce problème de revendication régionale, c'est la France et qui lui ne sera pas heurté à cette difficulté. Ce que révélait le rapport Europol sur les 5 années 2006-2010 de toutes les polices européennes, c'est qu'après avoir mené enquête, après avoir élucidé ces affaires de terrorisme, on arrivait au résultat suivant. Les séparatistes régionaux qui avaient été soupçonnés dans 62% des cas, c'était en réalité 85,1% des cas. Le rapport de la police nationale française, justement, pour les 5 mêmes années, les suspects avant élucidation, 69,2% pour les séparatistes régionaux. Après élucidation, c'était 95,4% des cas. Je crois que le mouvement régionaliste en Europe est bon pour la construction européenne. Accessoirement parce qu'il affaiblit un ennemi de l'intégration qui est la Grande-Bretagne, mais beaucoup plus parce que les régions, plus elles sont autonomes, plus elles ont besoin d'une intégration forte en Europe. Nous avons rendu un rapport unanime. La suppression des départements. Les réformes sont évidentes, il faut les faire. L'État est immortel. Quand on est immortel, on n'est pas pressé de changer. C'est le sentiment d'immortalité qui empêche de se réformer. On a nécessité d'une 4e vague de réformes. Où est-ce que ça arrivera après un choc? Comme souvent, la prise de conscience d'une peur peut créer les conditions de cette unité. Il y a aussi une autre chose qui peut y aider, c'est le sentiment d'une menace extérieure. Si on a une menace qui vient de l'extérieur de l'Europe. Ça, c'était les personnes suspectées d'attaques terroristes dans l'Union européenne au cours de la période 2006-2010. Les personnes suspectées, celles dont on avait parlé tout de suite dans la presse notamment, 25,4% qui concernaient les islamistes. Et le terrorisme islamiste, le terrorisme djihadiste, que notre livre blanc de la défense fixait comme danger numéro 1 pour la France et l'Europe, c'était 0,4%. Les suspects avant élucidation, 26,1% pour les islamistes.
0,0% des cas. On prend conscience de ce qu'il y a un certain nombre de réformes évidentes qui sont un consensus général qu'il faut faire. L'Europe est au bord de réformes très importantes. L'Europe fédérale sera construite, car elle sera construite, avec secousse ou pas. 6 réformes doivent être engagées. C'est la réforme des collectivités territoriales, fusionner les communes autour des agglomérations. Nous avons au gouvernement des gens qui promeuvent un démantèlement du tissu de collectivités locales avec des pays de gouvernance métropolitaine comme la communauté urbaine de Lyon, des communautés d'agglomération comme la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, du Pays viennois, Porte de l'Isère, des communautés de communes et puis enfin des communes toutes seules, blanches, les laissées pour compte. C'est la création d'un grand projet européen de fédéralisme politique. Ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément par Bush, par Monnet. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré puisque maintenant c'est déclassifié. Tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de De Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe. Les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne pour que avance cette Europe fédérale. Est-ce qu'on souhaite qu'en Europe il reste des États, c'est-à-dire que les peuples soient organisés d'une manière telle qu'ils aient le pouvoir de décider ce qui les concerne? C'est la question fondamentale politiquement. Il faut disposer de 4 pouvoirs: battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Nous n'avons plus, pas plus que les autres pays d'Europe, aucun de ces 4 pouvoirs. Nous sommes rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que nous ne sommes plus maîtres de la paix et de la guerre pour ce qui nous concerne. Une fédération de nature économique, c'est-à-dire qui ne posera pas de problème aux Américains et qui peut rapporter. C'est ça. En économie, rappelons que l'autorisation européenne de réintroduire les farines animales dans l'alimentation des poissons est entrée en vigueur aujourd'hui. Le commissaire européen Günther Oettinger a prévenu ce lundi que le gaz de schiste serait à l'agenda européen cette année. L'Europe change la législation en matière de composition des huiles alimentaires. Désormais, les huiles végétales peuvent contenir jusqu'à 10% d'huile de vidange. Pour l'Europe, il n'y aurait pas de risque pour notre santé. Malgré l'opposition de 19 pays européens, un nouveau maïs OGM, le TC 1507, va être autorisé à la culture dans l'Union européenne. Et maintenant, cette décision assez surprenante de Bruxelles. Imperméable aux critiques des capitales européennes, mais fidèle à une promesse faite à Washington, Bruxelles annonce un projet de réintroduction des poulets américains. Il s'agit de poulets à la javel. Voilà qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Depuis hier, un règlement européen autorise des taux plus élevés de résidus de pesticides sur les étals, une hausse spectaculaire pour certains aliments. Sur la pomme, par exemple, on a vu que certains produits, ou les oranges, allaient être tolérés à des niveaux 10 à 40 fois supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Il ne sera pas de problème aux Américains qui peut rapporter. C'est ça la question. Moi, je vous avoue que je préfère qu'on puisse décider de ce qui commande la collectivité humaine. Moi, ce qui me paraît tellement frappant en ce moment en Europe, c'est la désagrégation des États. On le voit en Espagne avec la Catalogne. On le voit aux Pays-Bas. C'est-à-dire que quand l'État n'existe plus, ça s'effiloche tout doucement. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ça, c'est filoche. On peut imaginer qu'il y ait le retour de l'idée impériale, c'est-à-dire des cantons, des provinces, et puis un empire qui serait un empire européen. La Catalogne, voilà, la Catalogne, l'Occitan, oui, absolument, mais c'est vrai. Etc. Ça vous tente? Moi, non, j'aimerais mieux avoir un État français et une nation française. Du pain et du cidre. L'Allemagne est à l'origine de tous les textes de la construction européenne, que ce soit la régionalisation, charte de l'autonomie locale, charte de l'autonomie régionale, la fameuse décentralisation lancée par Raffarin, ce n'est que l'application des mesures européenne, la coopération transfrontalière qui a pour but d'effacer les frontières nationales, la promotion de l'ethnicisme, l'aménagement du territoire, le code civil européen, tout ça c'est allemand. Mon deuxième livre, La décomposition des nations européennes, cette carte-là date de 1997 et qui montre déjà la Catalogne indépendante, le Pays Basque, et chose très intéressante pour une carte de 1997, le Monténégro qui est indépendant. Alors je rappelle que le Monténégro est indépendant que depuis 2006 et cette carte de 1997 montre aussi un Kosovo déjà indépendant. Donc en réalité il faut bien comprendre que ces choses-là sont faites et préparées très longtemps en avance. En 1961, le Karlspreis a récompensé M. Walter Hallstein. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la nouvelle Europe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. L'inventeur de la construction européenne. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1945
1957 à côté d'Adenauer. Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. Il présente le plan Hallstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. Ce projet suscite un veto immédiat du général de Gaulle, c'est la crise de la chaise vide. William Clinton, président des États-Unis d'Amérique. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. On délègue au niveau supérieur aux nations et au niveau inférieur aux nations. Ben, qu'est-ce qu'il va devenir des nations? Je signale d'ailleurs, il est président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas européen lui. C'est un programme politique décidé par l'empereur d'outre-mer qui a décidé du démantèlement des États-nations et il est le bénéficiaire du prix Charlemagne. Ils ont des réserves. Il n'est jamais question de transformer ces réserves en collectivités territoriales. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a 2 423 000 Indiens recensés. C'est plus que la population de la Corse. Vous vous rappelez tout à l'heure Clinton disant « Je me félicite de voir la renaissance du Piémont ou de la Catalogne. Mais moi je voudrais qu'un président de la République française se rende dans une tribu Navarro et dise « Je me félicite de cette communauté pleine de vie. J'espère que vous allez pouvoir devenir une collectivité de plein droit. » Il s'agirait de renvoyer la monnaie de la pièce. Si vous allez sur Wikipédia, par exemple, une notice sur la langue navarro en français, cette notice, elle est traduite en bretonnec, en féroéen, en galicien, en piémontais, mais elle n'est pas traduite en navarro. La promotion des langues minoritaires et le morcellement des États, c'est bon pour le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique où on parque les Indiens dans des réserves sans aucun droit. La République française a proposé aux Martiniquais et aux Guyanais une autonomie accrue, comme on dit, de supprimer les départements. Une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets. Le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, dans tous les tags sur les murs. Freedom for Catalan countries. This is not Spain. Goodbye Spain. Catalonia, New European State. Le nom qui a été attribué au département français des Pyrénées-Orientales. C'est Northern Catalonia, Catalunya Nord. Ce que dit ce représentant, viser l'indépendance est plus facile dans le Principat, c'est-à-dire dans la partie espagnole, mais nous ne renonçons pas à réaliser cet objectif en Catalogne Nord. Perpignan ne s'appelle plus Perpignan, mais Perpignan a publié une charte en faveur du catalan. Le Conseil constitutionnel qui avait dit que ça menaçait justement l'unité nationale. Et c'est d'ailleurs contraire à l'article 2 de notre Constitution, Charte européenne des langues régionales. Et on revient sur ce document. C'est-à-dire que des députés espagnols ont demandé que la France ratifie la Charte des langues minoritaires, et donc ils trouvent des appuis en France. La France a accepté d'avoir une délégation. Et le catalan Andrew Davis, qui représente la Catalogne à Washington, il n'y a plus marqué nulle part République française. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait en sorte que désormais nous ayons des plaques d'immatriculation avec des drapeaux régionaux, ce que ne demandaient absolument pas les Français, et notamment ce drapeau interdit à la libération pour collaboration avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Allemagne. On le voit flotter justement en Bretagne, à côté du drapeau européen, il n'y a plus le drapeau français. La Bretagne vient d'avoir son extension Internet avec le point BZH. L'UDB, ceux dont avec le drapeau le Gwenadou de Morvan-Marchal que je montrais tout à l'heure, et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. C'était le 22 mars 2013, sur le modèle de ce qui devait se produire en Alsace. Mais ils ont voulu entamer le processus de destruction de la France en demandant aux électeurs alsaciens de supprimer la région Alsace, de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une collectivité territoriale unique. Jusque-là, on avait dit aux électeurs alsaciens, c'est pour faire des économies, on va supprimer des collectivités territoriales. En réalité, le président du Conseil général du Haut-Rhin à Colmar disait moi je vois pas du tout les économies qu'il y aura. Il s'agissait de supprimer aucun poste. Le Front National, qui a parti lié avec les mouvements d'extrême droite en Alsace, ils étaient pour, et tous les élus du Front National en Alsace avaient voté oui à ce projet de réforme lors d'une première consultation. Avec la future collectivité territoriale unique d'Alsace, la République française se serait désengagée en grande partie. Le président du Conseil du Haut-Rhin, je vous l'ai dit, a reconnu lui-même qu'il ne savait pas comment ces sommes seraient compensées. La collectivité territoriale d'Alsace aurait dû négocier en direct avec les institutions européennes. La Commission aurait octroyé des fonds prétendument européens pour rapprocher culturellement les régions transfrontalières. Sous couvert d'une prétendue simplification et de pseudo-économie, il s'agissait en réalité de fusionner à terme des régions de pays différents pour les mettre sous le contrôle de Bruxelles et ainsi fractionner les États-nations. Tout ceci se fait avec la véritable complicité de certains partis, en particulier d'Europe Écologie Les Verts en France. C'est le début de démantèlement. Sur cette carte, qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département.
c'est devenu une collectivité territoriale. Les 2 départements savoyards ont disparu. Le département des Pyrénées-Orientales a disparu, il y a marqué Catalogne. Ça n'a qu'un seul mot, c'est de la haute trahison. C'est un parti qui est inconstitutionnel. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. L'incrimination de complot contre la sûreté de l'État a disparu. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Brace, vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne. De même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays Basque, que la France est coupée en 2 avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France. L'Eurorégion Alpes-Méditerranée avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes en France, le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie en Italie. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland qui d'un seul coup récupère Österreich, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolphe en 1938, il avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silésie et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudètes. Diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Les États-Unis face à la France se heurtent à un os. On l'a encore vu en 2003 lorsque Dominique de Villepin s'est opposé à la guerre en Irak. La France était toute seule contre, tous les autres pays de l'Union européenne se sont déclarés pour la guerre en Irak, qui est une guerre illégale dont on a appris par les Américains eux-mêmes un an après que Saddam Hussein n'avait jamais eu d'armes de destruction massive. C'est une guerre d'appropriation néocoloniale qui a fait plus d'1 million de morts. C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. L'exemple soviétique, que dans tous les pourtours de l'URSS se sont installées des bases militaires américaines, en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, et j'ai oublié de le mentionner, le Kazakhstan, l'émiettement du monde musulman, l'émiettement irakien, l'émiettement libyen, l'émiettement syrien et les mouvements indépendantistes en Chine. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à l'Europe. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent et si ce siège avait été donné à l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak. En d'autres termes, ceux qui se moquent de la grandeur de la France ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ils ne crachent pas seulement au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux. De façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi dans la construction des euro-régions, c'est-à-dire dans la destruction des nations. Quel est l'objectif dans cette volonté non seulement de diviser la France en régions, mais par ailleurs de fusionner les communes? Les Français sont attachés à leurs 36 000 communes. L'objectif, avoir la même granulométrie que les États-Unis d'Amérique. Les régions doivent avoir la taille d'un État des États-Unis, puis il faut que les communes aient la taille des counties américains. C'est un objectif au minimum inconscient de mimétisme total et au maximum d'instruction générale pour avoir en fait le même type de divisions administratives de part et d'autre de l'Atlantique dans le cadre de l'empire euro-atlantiste qui nous est actuellement programmé. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilistes. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. L'objectif, c'est, après avoir créé ce pôle européen unifié, ce pôle nord-américain unifié, de créer un bloc euro-atlantique unifié
politique, économique et militaire, avec une assemblée transatlantique gérant ces deux pôles. Si vous avez compris ce que c'était que l'apartheid, vous avez compris ce que c'est que maintenant la construction européenne et la théorie du monde multipolaire chère aux Américains. Il va y avoir le monde judéo-chrétien, Amérique du Nord et Europe. C'est ça qui se cache derrière le prochain grand marché transatlantique. C'est exactement décrit comme ça dans Le choc des civilisations de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Cela se veut une politique active pour refonder l'ordre mondial. Si la France n'est pas capable de tenir tête déjà à l'Union européenne, comment est-ce que la Corse, ou la Catalogne, ou l'Alsace, ou la Bretagne indépendante pourraient-ils tenir tête à l'oligarchie qui pilote le processus ? Nos compatriotes basques, bretons, catalans, corses, savoyards, occitans tomberont-ils dans le piège de la nouvelle Europe régionaliste conçue par les nazis en 1938 et repris par les dirigeants américains après la Deuxième Guerre mondiale? Accepteront-ils naïvement de détruire la France pour devenir les esclaves d'une oligarchie euro-atlantiste? Ce compte-rendu de Isaac Andrews, un agent secret américain. J'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal. Ça veut dire j'ai corrompu la presse. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général. C'est-à-dire j'ai donc corrompu la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général. J'ai corrompu l'administration. Et j'ai versé 15 000 $ à un député. Donc j'ai corrompu le niveau politique. Modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. Alors ça, ce sont des mots qui sont réellement très importants à bien prendre en compte. Modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique parce que l'on a acheté les médias, les hommes politiques du pays qui est la cible. Et j'ai ainsi évité tout débat. C'est-à-dire qu'on va tranquilliser l'opinion publique, on modère l'opposition et on évite tous les débats de fond. C'est ce que nous vivons en ce moment. J'ai dépensé plus de 100 000 $, mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Voilà, donc c'est, je crois, un texte qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il est décisif. On peut considérer qu'il donne toujours la clé de compréhension de la façon. Tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Quand il parle de fédérateur extérieur qui ne serait pas européen, tout le monde comprend que c'est les États-Unis d'Amérique qu'il vit. Roosevelt et Churchill se sont rencontrés avec Staline pour se partager l'Europe. Et il sait très bien que l'Europe a été partagée en deux. Et il a très bien compris que la construction européenne, d'ailleurs à l'époque, dans les années 50 et 60, c'est encore de notoriété publique, c'est une conception américaine pour mettre la main sur l'Europe de l'Ouest de façon plus subtile que Staline l'avait fait en imposant des démocraties populaires par des coups d'État, comme vous le savez, dans tous les pays de l'Est, mais ça revient au même. Ça revient à faire des colonies des États-Unis. Il l'a parfaitement compris. Qu'est-ce qui assure aux Américains qu'ils continueront à être le syndic extérieur de l'immeuble Europe? Eh bien, la réponse, c'est l'infiltration de la Commission européenne par les relais d'influence américains. Frank Carlucci, directeur général adjoint de la CIA, repère Barroso et va en faire un protégé des intérêts américains. Et 1 an et demi après, boursier de l'OTAN pour aller à Washington, à Georgetown University. Beaucoup d'anciens de la CIA ont été profs à Georgetown et réciproquement. Barroso a fini par devenir Premier ministre portugais. Président de la Commission européenne en 2005, c'est un homme qui est très proche des intérêts américains. Le président de la Commission européenne a ce pédigré. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence sur notre vie que le président de la République française, que les Français élisent en croyant qu'ils élisent quelqu'un qui a du pouvoir. Donc voilà ce qu'écrit le consul. Il dit « Le traité de libre-échange est en train de transformer tranquillement mais sûrement les 5 provinces en États de l'Union, avec une opinion publique qui ne comprend rien. » Après 14 années passées à l'Élysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Qu'a donc découvert François Mitterrand après 14 années passées à la tête de la France et qui lui a fait dresser un diagnostic aussi sombre? Pourquoi donc les États-Unis d'Amérique poussent-ils tellement à la construction européenne? Parce que nom d'une pipe, quand je suis à l'école, quand je suis au collège, au lycée, quand j'écoute la télévision, la radio, quand je lis les journaux, quand je lis les professions de foi des uns et des autres, quand j'écoute les hommes et les femmes politiques français,
Je suis convaincu d'une chose, c'est que la construction européenne, paraît-il, a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors, si ce que l'on me dit depuis que je suis né est vrai, mais comment se fait-il que les États-Unis poussent tellement à une construction dont l'objectif serait de leur nuire? Ça n'a pas de sens. Il y a une seule conclusion logique à en tirer, c'est que ce que l'on vous dit est un mensonge.